Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au midi ce soir, en Mauritanie, parlementaires et société civile luttent pour l'adoption du projet de loi sur les violences faites aux femmes malgré l'opposition des religieux. Le Cameroun prévoit d'investir 1 800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de sa région de l'extrême nord touchée par Boko Haram et d'autres crises. Les chasseurs traditionnels de Zo Burkina Faso, gardiens de la tradition et acteurs clés dans la lutte contre l'insécurité. Et dans notre fait marquant de la semaine, l'ONU accélère son retrait du nord du Mali dans un contexte de montée des tensions pour le contrôle du territoire. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue sur VOA Afrique. En Mauritanie, un projet de loi visant à lutter contre les violences envers les femmes et les filles est au cœur d'une bataille politique. Les parlementaires, la société civile et le gouvernement s'efforcent de le faire adopter, tandis que des leaders religieux s'y opposent vigoureusement malgré les révisions apportées pour le rendre plus conforme à l'islam. Un reportage signé Mohamed Diop. Le projet de loi contre les violences envers les femmes et les filles a été présenté 3 fois au Parlement mauritanien. Mais il a été retiré avant chaque débat en raison des préoccupations de certains religieux concernant sa conformité à la charia dans une république islamique. Parce qu'on parlait de violence basée sur le genre. Et ce concept de genre amène certains à faire inclure des notions qui n'avait rien à voir avec le projet de loi, en disant que quand on fait référence au genre, on parle de l'homosexualité, etc. Et ça a été un prétexte pour retirer le projet de loi. Quand il a été réintroduit, pour la 2e fois, on a changé d'intitulé carrément. On a dit les violences faites aux femmes et aux filles. Mais la réaction a été la même, de rejet du principe même de faire débattre de ce projet de loi. Ils rejettent en bloc le projet sans toutefois avoir l'accès au contenu et sans regarder le projet de loi ni préciser un article d'un autre. Donc, ils sont contre la loi en tant que telle, en tant que législation qui protège les droits des femmes. Dans un communiqué, des dizaines de religieux ont qualifié le texte de loi satanique. Le projet de loi vise à réprimer divers actes, tels que le mariage d'enfants, la mutilation génitale et les mariages secrets, appelés séria. Il prévoit des peines d'emprisonnement avec des circonstances aggravantes en cas d'inceste, d'implication du conjoint, de collègues au travail ou de personnes dépositaires d'autorité ou d'ordre public. Ainsi, les attouchements sexuels incestueux sont punissables de 10 à 20 ans de prison, tout comme le viol. En cas de viol incestueux, la peine peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Un violeur qui a l'autorité sur la personne n'est pas comme un violeur qui n'a pas l'autorité sur la personne, mais qui la contraint, ou qui la kidnappe, ou qui la... Mais celui-là, il a une autorité directe sur la personne et en particulier sur les enfants. Pour taire la polémique, le texte a été plusieurs fois revu. Le terme genre aussi supprimé. Et l'État continue de rassurer les religieux. Les auteurs du projet de loi sont aussi attachés à l'islam et aux musulmans. Ils prennent en considération notre culture, nos valeurs et nos mœurs.
Sauf que les multiples révisions font craindre à l'activiste Aminatou Mokhtar l'aboutissement à une loi vidée de sa coercition. Voilà le reportage de Mohamed Diop pour VOA Afrique. Il nous a rejoint. Nous sommes en ligne avec lui. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Eric. Vous soulignez dans votre reportage les principaux points de controverse entre les religieux et les partisans du projet de loi en ce qui concerne sa conformité à la charia. Comment l'État mauritanien tente-t-il de rassurer les religieux quant à la compatibilité plutôt de ce projet de loi avec la culture et les valeurs islamiques? Oui, en effet, l'État tente par plusieurs méthodes d'y arriver. Dans le reportage, vous entendez le porte-parole du gouvernement mauritanien, Nani Ould Cherouga, donner des garanties, précisant en somme que le projet de loi est rédigé en tenant compte de l'aspect religieux de la société mauritanienne. D'ailleurs, le président mauritanien Mohamed Boucher El Razouani a promis à propos du projet de loi, si on se fie aux déclarations de ses ministres, que rien ne sera fait qui soit contraire à la charia. Le gouvernement rappelle aussi qu'il ne s'agit pas encore d'une loi en vigueur, mais d'un projet de loi susceptible d'être amendé. C'est dans cette perspective que le texte a été d'ailleurs soumis au ministère des Affaires islamiques et au Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux. C'est un organe officiel chargé d'émettre des avis juridiques de spécialistes de la loi islamique. Tout cela est-il suffisant pour convaincre les plus hostiles? Seul l'avenir pourra nous édifier. Eric. Mohamed, ce projet de loi cible diverses formes de violence, vous l'avez souligné, notamment le mariage d'enfants, la mutilation génitale et les mariages secrets. Comment pensez-vous que ces mesures peuvent contribuer à améliorer la situation des femmes en Mauritanie? Sans doute, le projet, si transformé en loi applicable, il aura un impact positif sur la condition de la femme en Mauritanie. Cela pourrait, par exemple, réduire la marge de manœuvre des reconnus coupables de viol, qui parfois profitent de liberté provisoire ou de règlements à l'amiable après leur acte, surtout quand il s'agit de l'inceste. L'inceste constituera d'ailleurs une circonstance aggravante du viol si le texte est adopté en l'état. On aura aussi réduit le nombre de mariages précoces qui poussent les filles mauritaniennes ou les jeunes filles mauritaniennes à abandonner l'école très tôt. Les femmes auront également plus de garanties d'accès à la propriété foncière, un domaine jusque-là réservé aux hommes. En revanche, il y a cette crainte des organisations et activistes féministes qui défendent le texte. Elles craignent qu'on aboutisse à une loi incapable finalement de répondre aux attentes des femmes. Ce, en raison de nombreuses révisions, vous l'avez mentionné, et suppression d'articles du texte. On est parti d'un texte de 105 articles à 75, ce qui a été encore réduit à 55 articles, soit la moitié du texte initial supprimé. Et on peine encore à convaincre certains religieux. Mohamed, comment justement ces activistes et ces organisations travaillent-ils pour sensibiliser et mobiliser le public en faveur de cette législation et de la protection des droits de femmes en Mauritanie? Je rappelle que l'idée du projet de loi remonte en 2012 avec 2 fortes mobilisations des femmes qui avaient à l'époque marché jusqu'à la présidence de la République. Une façon d'attirer d'abord l'attention de la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République. Les organisatrices de ces marches parlaient de 4000 femmes mobilisées. Une campagne est aussi menée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le combat implique encore des femmes parlementaires très engagées dans le dossier. Une d'elles, d'ailleurs, Kadiata Malik Diallo, intervient dans le reportage. Reste maintenant à convaincre les plus radicaux face au projet de loi. Ceux-là qui le rejettent en bloc. Les féministes veulent au moins qu'ils acceptent de lire le texte et de discuter sur les parties qu'ils jugent contraires à l'islam. Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous approfondissons la discussion avec Aïda Walat Hamadi, fondatrice de Justice et Dignité pour les femmes du Sahel. Cette ONG a pour mission de lutter contre les violences basées sur le genre dans les 5 pays du Sahel et au Sénégal. Aïda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir à la VOA. Merci. Comment évaluez-vous l'évolution et l'importance du projet de loi sur les violences faites aux femmes
en Mauritanie pour la protection des droits des femmes dans la région sahélienne? Merci. L'évolution de la loi sur les violences basées sur le genre en Mauritanie est très cruciale. Donc, elle a connu plusieurs révisions, ce qui témoigne de la reconnaissance grandissante de l'importance de la question en faveur des violences basées sur le genre. Toutefois, nous devons rester conscients qu'il reste des défis majeurs à relever, notamment en ce qui concerne son adoption et surtout son application pour le bonheur des femmes et des filles. Il est important de souligner que la Mauritanie est un pays islamique où la charia reste la loi fondamentale. En conséquence, toute législation qui peut être perçue comme étant en contradiction avec la loi islamique se heurte à des résistances de la part de diverses organisations musulmanes. Et encourageant de noter que les récents débats et interventions de certains activistes sur le projet de loi ouvrent un réel espoir quant à l'avenir. Et quelles sont les avancées déjà enregistrées et les principales difficultés auxquelles les défenseurs des droits des femmes sont confrontés lorsqu'ils tentent de faire avancer des lois de ce type dans des contextes, vous venez de le souligner, culturels et religieux sensibles? La région du Sahel fait face à des défis majeurs, accentués par une crise multidimensionnelle due au terrorisme international et autres. Malgré ces obstacles, des progrès notables ont été réalisés, y compris des lois en faveur des femmes, comme au Burkina Faso, la loi numéro 061 de 2015, et au Tchad qui a élaboré une politique nationale de genre, et avec l'ordonnance 06 et la loi 029 de 2015, interdisant ainsi le mariage des enfants et la mutilation génitale. Mais, cependant, certains pays comme le Mali, où plus de 83 organisations de la société civile nationale et internationale, dont Justice and Dignity for the Women of Sahel, ont élaboré ensemble un avant-projet de loi portant prévention, répression et prise en charge des violences basées sur le genre en République du Mali. Malgré ces efforts, malgré les efforts des ministres, des anciens ministres de la femme, de l'enfant et de la famille, dont Mme Boiré Bintou Founé Samake, qui nous a affirmé vouloir sensibiliser la base, échanger avec les religieux pour avoir leur accord avant d'étoffer avec le dossier en 2021. Cependant, le projet est toujours sans suite. Donc, c'est pour revenir un peu sur toujours l'aspect religieux et on ne peut pas faire avancer ces lois sans avoir l'approbation et convaincre nos leaders religieux et coutumiers d'accompagner et l'importance de ces lois. Je ne pense pas qu'aucune religion aucune religion ne favorise la violence, quelle que soit la violence envers qui que ce soit, et spécialement pas envers les filles et les femmes. Alors, dans votre lutte pour la dignité des femmes au Sahel, quelle stratégie ou approche préconisez-vous pour faire progresser la législation en faveur des droits des femmes en Mauritanie et dans la région, en convaincant justement les leaders religieux qui restent réticents? Pour progresser dans la législation en faveur des droits des femmes, nous croyons en une approche holistique, c'est-à-dire susciter une réelle synergie d'action en faveur de cette lutte entre les leaders religieux et coutumiers, les organisations de la société civile et les autorités politiques. Il me paraît essentiel et on y travaille pour cette synergie. Aussi, l'éducation et la sensibilisation de la société sont les piliers de notre travail. Nous cherchons à responsabiliser la population sur ces questions en expliquant la nécessité d'adopter un corpus juridique solide pour protéger les femmes et les filles contre toute forme de violence. De plus, nous plaidons pour l'adoption et l'application de la loi relative au VBG. Nous considérons également crucial l'établissement de refuges adaptés aux besoins des survivantes et la fourniture d'un soutien juridique approprié. La meilleure approche, elle est holistique, plaider auprès de tous les acteurs, influant la nécessité d'étoffer nos cadres juridiques nationaux et de protection des femmes contre les VBG. Madame Aïda Walat Hamhadi, fondatrice de Justice et Dignité pour les femmes du Sahel, merci beaucoup pour votre perspective et votre expertise dans Focus Sahel.
Merci Eric de nous avoir et merci à vous. De la Mauritanie au Tchad, du Mali au Burkina Faso, du Niger au Nigeria. Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région. La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation, les questions sociales, l'esprit d'entreprise. Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique. Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique. Les Dozo, gardiens de la tradition, s'impliquent activement dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, travaillant aux côtés des forces de défense et de sécurité, tout en préservant leurs activités de chasse traditionnelles. Le reportage d'Alidou Ouedraogo. Les Dozo, qui sont à la base des chasseurs traditionnels, sont pleinement engagés dans la lutte contre les groupes armés terroristes au Burkina Faso. Pour parler de leur implication dans la lutte contre le terrorisme, nous nous sommes rendus chez le chef Dozo, Yacouba Drabo. Il est le coordinateur de l'Union panafricaine de la confrérie des Dozo sans frontières. Après quelques minutes d'attente, il nous reçoit dans son salon. Nous sommes au secteur 21 de Bobo-Dioulasso. Donc c'est pour dire que dans un premier temps, nous avons accompagné les autorités dans le cadre du renseignement, hormis ça maintenant, sur les questions des volontaires. Alors là, nous avons vraiment mis les Dozo à la disposition des autorités pour les formations de volontaires. Les Dozo à qui l'on prête des pouvoirs surnaturels disent aussi appuyer la lutte contre le terrorisme sur le plan mystique. Dans nos valeurs ancestrales, on a d'autres moyens de contribuer dans cette lutte-là sans forcément passer par les armes. Initier des nuits, des veillées de prière, des sacrifices énormes. Blaise Sanou est un autre chef Dozo, communément appelé Dozoba. Il nous dit pourquoi la lutte contre l'insécurité est d'une importance capitale pour le Dozo. Le chasseur est quelqu'un qui défend, protège les personnes et les biens, la faune et la flore. Ça, c'est la devise des chasseurs. Mais aujourd'hui, à cause du terrorisme, tu ne peux pas le cultiver. Tu ne peux pas aller rendre visite à un membre de ta famille dans un autre village. Est-ce qu'en réalité, c'est quelque chose de normal? Que devient leur activité principale des chasseurs? Blaise Sanou répond. Les gens font la chasse, mais à cause du terrorisme, quand tu es seul en brousse, bon... Et quand tu rencontres ces gens-là, bon, c'est difficile. Toi, tu n'as qu'un fusil calibre 12. Bon, eux, ils ont des armes sophistiquées. Vous voyez, c'est pas juste. Tu vois, tu ne peux pas faire ce que tu peux faire. Selon Yacouba Drabo, les Dozo ont payé un lourd tribut dans cette lutte. Nous avons été les premiers cibles des djihadistes. Ce qui a causé des pertes énormes au sein de la confrérie. Nous avons perdu plus de 60 Dozobas qui ont été agressés directement à leur domicile et assassinés. En ce qui concerne la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les chefs Dozo ont reconnu qu'elle a été bonne, mais dénoncent un manque de matériel adéquat leur permettant de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme. Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique. La MINUSMA a accéléré son retrait des camps d'Aguelok et Tessalit dans la région de Kidal, déclarant le contexte sécuritaire dangereux pour son personnel. La situation complexe persiste avec des groupes armés s'opposant à la remise des camps aux autorités de Bamako, remettant en question les accords de cessez-le-feu conclus en 2014 et 2015.
C'est notre fait marquant de la semaine. Sékou Tangara, de notre station partenaire à Bamako, Africable TV, est avec nous pour en parler. Bonsoir Tangara. Bonsoir Eric. Alors, comment ce retrait précipité de la MINUSMA est-il perçu par la population locale, en particulier dans les régions d'Aguelok et Tessalit, où la mission a quitté ses bases? Oui, il y a eu des questionnements, mais dans l'ensemble, il n'y a eu aucun regret par rapport à ce retrait précipité de la MINUSMA. Si on a suivi un peu la montée du convoi de l'armée, déjà à Néfis, il y a eu des images de communion, de liesse avec des populations civiles, des femmes d'un certain âge notamment. À Tessalit également, il y a des images qui sont devenues virales sur les réseaux où on assiste à un concert improvisé entre des éléments de l'armée et la population qui chantaient ensemble, qui dansaient. À Guelok, ce matin, il y a eu des questionnements. Les populations n'ont pas compris le fait que la MINUSMA ait abandonné avant date le camp. Des terroristes s'y étaient installés et il y a eu des questionnements, mais dans l'ensemble, aucun regret par rapport à ce retrait anticipé. Il y a beaucoup de tensions. Comment cette escalade militaire dans la région de Kidal impacte-t-elle la situation globale au Mali et les perspectives de résolution des conflits entre les groupes rebelles et le gouvernement central? Pour répondre à cette question, il faut faire usage de cette caricature qu'on entend beaucoup ici. Ici, on a l'habitude de dire que si le terrorisme, si la rébellion était un corps humain, la tête et le cœur se trouveraient à Kidal. Tout simplement parce qu'on pense que Kidal, c'est un peu le berceau, c'est le nœud gordien, tout part de Kidal. Et aujourd'hui que l'armée est en train de monter progressivement dans cette région et est en train de s'y installer, et on a vu que depuis un mois, par exemple, il n'y a pas eu d'attaque d'envergure, que ce soit la région de Mopti, que ce soit les autres régions. Les dernières attaques datent de début septembre. L'attaque du bateau et dans la foulée, les attaques du camp de Léré et de Gao. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'armée est en train d'enfoncer dans le cœur et dans la tête, moins il y a d'attaques. Ceci peut être compris, Eric, dans la mesure où également la Katiba Massina qui opère dans la région de Mopti et dans une certaine mesure la province du Soum au Burkina Faso, la Katiba Massina est affiliée au GESIM de Yad Agali, dont le bastion, dont le fief se trouve à Kidal. Donc dès lors que l'armée parvient à désarticuler tout ce qui s'est fait à partir de Kidal, et il n'y a pas de raison qu'on n'assiste pas à cette relative accalmie. Et plus loin, si on se rappelle l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, à l'époque, chacune de ses sorties attirer l'attention de ses pairs du temps du G5 Sahel ou de la CEDEAO par rapport à ce que lui, il avait appelé l'équation Kidal, parce que pour lui, Kidal, c'était la tête du serpent. Et ici, il y a un adage, quand vous coupez la tête du serpent, il n'en restera que de la corde. Donc, visiblement, sur le terrain, c'est ce auquel on est en train d'assister. Depuis un mois, il n'y a pas eu d'attaque d'envergure dans les autres parties du Mali. Et on verra si cette tendance se poursuit. Même les pays voisins comme le Burkina Faso pourraient ne pas assister à des attaques parce que tout part de Kidal, tout est planifié, tout est conçu à partir de cette région-là. Et comment cela influence-t-il la dynamique politique et sécuritaire dans la région et quelles pourraient être les conséquences? La première conséquence, c'est déjà la résolution 2690 de la MINUSMA. Cette résolution met de fin facto à l'accord pour la paix et la réconciliation, parce que c'est ce document signé en 2015 qui avait réparti le Mali entre les groupes armés. Par exemple, selon l'accord, la CMA, la région de Kidal devait revenir au HCUA, Père devait revenir au mouvement arabe de l'Azawad, Menaka devait revenir au mouvement pour le salut de l'Azawad. Donc, dès lors que la MINUSMA se retire, ça veut dire que ça en est fini pour l'accord pour la paix et la réconciliation. Et quand on suit aujourd'hui les autorités maliennes, elles semblent profiter de cette dynamique-là, de cette position de force pour s'installer. Et dès lors qu'elles vont s'installer à Kidal, elles peuvent poser la question, qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir? Et pour nous autres observateurs, peut-être que le Mali aurait intérêt peut-être à vaincre le terrorisme, mais à convaincre les populations de Kidal, à convaincre en disant qu'elle n'est pas venue l'armée pour les mater, mais elle est plutôt venue pour assurer leur sécurité,
pour assurer le développement, puisque depuis des années, les populations de cette partie du Mali ont été endoctrinées, comme quoi le Sud est contre le Nord, les Noirs sont contre la minorité blanche. Donc, lorsqu'elle parviendra à vaincre le terrorisme, les autorités du Mali doivent plutôt convaincre les populations de cette partie-là à s'insérer dans un développement durable pour que tout ce qui est appelé irrédentisme touareg et rébellion du Nord puisse être définitivement derrière nous. Merci Sékou Tangara pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes de notre station partenaire à Bamako au Mali. Le gouvernement camerounais prévoit d'allouer environ 1800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord qui a été gravement affectée par les incursions de combattants de Boko Haram, des conflits intercommunautaires, des inondations et les impacts du changement climatique. Cet investissement représente une réponse aux nombreux défis auxquels la région est confrontée. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap. Le programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord a été présenté aux populations et autorités administratives. Les membres de la société civile ont été également conviés à l'occasion. Boko Haram nous a fait rentrer en arrière. Donc si le chef de l'État a décidé de reconstruire les Extrêmes, ça c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est que ceux-là qu'on a confié ces tâches-là le fassent d'une bonne manière. C'est une satisfaction aujourd'hui de savoir que non seulement le projet va être mis en œuvre dans la région, mais que l'approche sera une approche basée sur les besoins effectifs des populations. Nous, de la société civile, nous accueillons avec satisfaction ce programme, sachant que nous avons notre rôle à jouer. Tous les 6 départements de la région sont concernés par les projets de reconstruction. Chetima Amidou, maire de la commune de Mora. Il s'agit globalement, n'est-ce pas, de la reconstruction des infrastructures sociales de base. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, le tissu économique à travers la réhabilitation des routes économiques et des routes agricoles. Il s'agit de reconstruire les écoles. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, les réseaux électriques. Il s'agit également de reconstruire toutes les infrastructures hydrauliques. Le démarrage des travaux est imminent. Aladi Magra Massoua, coordonnateur national du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord. Certains travaux relatifs aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures d'adduction d'eau, ainsi que des infrastructures scolaires, ainsi que leur équipement, vont connaître leur démarrage puisque les contrats sont en cours d'être signés. Des mesures sécuritaires ont été prises pour faire face à l'éventuelle menace de Boko Haram, d'après le coordinateur du programme spécial, Aladi Magra Massoua. Nous allons signer une convention avec le ministère de la Défense pour accompagner tous les prestataires et même les responsables du programme qui vont se déployer sur le terrain. Et ce qui veut dire que dans même le programme, l'équipe du programme, il y aura des responsables chargés de la sécurité. C'est le lieu aussi de rappeler que l'ombre existe, mais depuis un certain temps, il n'y a pas d'attaque particulière de Boko Haram. Donc la sérénité est là et des localités plus proches de la frontière avec le Nigeria, dans le Mayo Tchanaga, Mayo Sava et Logoneshari, sont en pleine activité. Vous prenez Fotokol, Banki, Kolofata, toutes ces localités-là sont actuellement en pleine activité. À terme, le programme entend reconstruire toutes les infrastructures détruites par Boko Haram, achever les chantiers abandonnés, développer les infrastructures pour assurer la relance des activités socio-économiques. Ce sera donc le début de longs, difficiles et parfois périlleux travaux d'Hercule. Et pour arriver à bout, il faudra aussi surveiller de près l'utilisation réelle du beau pactole de 1800 milliards de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans son voyage au Sahel. Merci également à nos invités et à nos correspondants. Eric Manilakiz a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Trésor Matondo a assuré la diffusion sur Facebook. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.